Journal du bibliothécaire junior Victor. Les portes et les fenêtres tiennent bon malgré les coups incessants. Et les cris lointains continuent de me hanter. Mais je veux croire que parmi celles qui sont parties, certaines ont survécu. Pour ma part, à partir d'aujourd'hui, je dois choisir quels travaux sauver dans les catacombes. J'espère que mes réserves d'eau et de nourriture dureront suffisamment longtemps pour que je termine cette tâche. Je ne les laisserai pas nous effacer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 26e épisode du podcast Du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif qui parle de jeux de rôle sans y jouer. Ici, on n'a pas peur de froisser les Jean-Michel réalistes et on genre tout au féminin ou au neutre quand on y pense. Comment vas-tu, Célène? Bonjour déjà, je ne t'ai pas dit bonjour. C'est vrai, bonjour. Ben, ça va bien, merci Alice. Ça va. Je reprends le travail demain, je t'avoue que j'ai pas hyper envie, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Contente d'être là en tout cas et de faire cet épisode 26, ça c'est sûr. Voilà, et toi du coup, comment ça va, quoi de beau, que sais-je? Rien de nouveau. Comment ça va? C'est pas le meilleur mois, sans entrer dans le détail, j'allais pas spécialement fort. N'est pas la seule raison, mais est l'une des raisons pour laquelle l'épisode du mois est un petit peu chaotique. Le mois dernier, j'avais fait un teasing en mode j'ai un épisode de prévu, mais si je peux pas le faire, ce sera autre chose à la place. Finalement, c'est une troisième voie, une troisième solution possible. Là, on est en train d'enregistrer le 19, un petit peu le chaos, mais si vous nous écoutez maintenant, c'est que un épisode est fait, tourné, monté et sorti, et c'est le principal. Alors moi tu sais je vais rien dire par rapport au fait de changer les trucs et tout parce qu'en fait avec le marathon j'ai réécouté un peu les épisodes, je crois que ça fait 6 mois que je tease pour l'épisode qui ne sera pas l'épisode 27 à chaque fois, je dis ouais ça va être ça et c'est pas ça. Donc voilà, je vais vraiment pas te jeter la pierre là-dessus. Oui, donc parce qu'effectivement, on a fait un marathon. Du coup, chaque jour, on écoute un nouveau épisode. C'est très intéressant comme exercice d'ailleurs. Faites-le. De voir l'évolution du podcast, c'est assez bluffant. Ouais. Écoutez cet épisode, peut-être celui d'avant aussi, je sais pas. Et écoutez le premier, c'est waouh, le jour et la nuit quoi. C'est sûr. Bon, en tout cas, je suis super flatté que tu m'aies invité pour parler de Daggershield Lock Journal Writing, un jeu que je suis en train d'écrire. J'ai même pas fini de l'écrire, c'est un prototype en fait, à l'heure qu'il est. Ah non, c'est pas ça. C'est parce que t'avais mis des smileys, donc des emojis, des émoticônes. On dit émoticônes encore? Ou alors je suis une boumeuse? Ouais, je sais pas. Il y a des gens qui le disent. Toi, par exemple. Oui, voilà. Tu avais mis des emojis sur Discord. T'étais un peu en retard, parce que normalement on les met le 12, mais là t'avais mis un peu plus tard. Qui était donc une dague, un bouclier, un cadenas, une espèce de journal, et une main qui écrit. Et comme un petit peu à notre habitude à chaque fois qu'on fait ça, avec Sandrone, on traduit littéralement en anglais les emojis, et on dit « Ah bah c'est ça le jeu ». Et du coup on invente des jeux. Et là j'ai décidé de l'écrire. Donc rejoignez-nous sur le Discord déjà pour avoir d'incroyables traductions littérales de séquences d'emojis qui veulent rien dire. Et puis pour avoir les indices, quoi. Et pour avoir des jeux. Et pour avoir des jeux, bah oui, parce que Daggershield Lock Journal Writing, c'est sûr que, ou Book Writing, je sais pas encore comment je vais l'appeler, c'est sûr que dès que j'ai fini de l'écrire, il sera sur le Discord aussi, c'est certain. Enfin, je veux dire, qui n'a pas rêvé de faire un jeu de duel entre John Locke et René Duelkart? On est dans du jeu de niche de niche. De niche, même à ce stade-là. Mais donc, on ne parle pas de Daggershield Lock Journal Writing aujourd'hui. Je suis un peu déçu, je t'avoue. J'avais des choses à dire, j'avais mes notes devant moi. C'est vrai en plus, j'ai mes notes devant moi. Oh non. Non, on va parler d'un autre jeu, mais avant du coup d'évoquer ce jeu, j'aurais une question pour toi, du coup. Ah, bah dans ce cas, j'ai peut-être une réponse pour toi. J'en ai même deux. Oula. Vu que j'hésitais entre deux, et quand je t'ai envoyé les deux, tu m'as dit pourquoi pas les deux? Avec un super gif de The Road to Eldorado, bien sûr. Évidemment. La première question serait si le lieu où tu habites était en péril et que tu devais choisir quels objets sauver, ça serait lesquels? Alors, j'ai une question. D'abord, bien sûr, dans les objets, on parle des objets inanimés, c'est-à-dire mes chats,
Ce ne C'est sont pas pas des des objets. objets. On ne parle pas juridique. Voilà, oui, non, juridique anglais. Bon, en France aussi, En France aussi, c'est... les animaux sont des meubles. D'accord, ok. Je savais que c'était le cas dans le Royaume-Uni. J'étais pas sûr pour la France. Je t'avoue, je me suis pas penché sur la question. C'est intéressant. Ouais. D'accord. Donc, on exclut les meubles. L'horreur de Soleil Vert, parce que dans Soleil Vert, qui est dans un monde dystopique, les femmes sont des meubles. Ça ne vient pas de nulle part, ça vient du fait que actuellement, notre présent, les animaux de compagnie sont des meubles. D'accord, bah ouais. Ok, donc en excluant ces meubles à poils, ou pas de poils, enfin si, d'ailleurs, ils ont des poils, je dirais mon ordinateur en fait essentiellement, et j'imagine ma collection de JDR. Mhm. Voilà, je pense que ça résume. Oh, c'est déjà pas mal. Je suis un petit peu monomaniaque, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Tu sais que j'ai un podcast sur le jeu de rôle? Moi, pour le coup, ma réponse n'aurait rien à voir, parce Ouais. que moi, ce serait sûrement mon ordinateur et ma collection de jeux de tarot. Donc, aucun point commun dans la structure. Voilà. Effectivement, vraiment, rien à voir, quoi. Que dalle, hein, vraiment. Ouais. Mais est-ce que t'as des jeux de tarot en PDF sur ton ordinateur et que c'est pour ça que tu veux garder ton ordinateur? Non. Ah, parce que moi, c'est juste pour ça. Quoique. Oui, t'en as peut-être un ou deux, d'accord. Oui. Voilà. Ah, moi, c'est surtout parce que j'ai plein de jeux de rôle en PDF sur mon PC. Sinon, en soi, le PC, bon, bah, écoute, c'est pas vital, quoi. La deuxième question est un petit peu plus grande échelle. Si tu devais choisir parmi tous les écrits de l'histoire de l'humanité, lesquels tu préserverais à tout prix? Alors, c'est déjà beaucoup plus compliqué comme question. Je vais faire ma réponse de Romaric Briand pour commencer. Je vais dire les jeux de rôle, parce que une fois que le monde est détruit et qu'il n'y aura plus d'électricité, qu'il n'y aura plus rien à faire, il nous restera les jeux de rôle papier. Et de toute façon, vu la diversité des jeux de rôle, etc., il y a quand même une bonne partie des connaissances, alors connaissances intellectuelles, pas forcément connaissances pratiques, de l'humanité moderne, on va dire, qui sont consignées dedans. Enfin, je veux dire, tu prends Sens, t'as une bonne partie de la philosophie, par exemple, hein, pour rester sur Romaric Briand, bien sûr. Tu prends Prosopopée, t'as beaucoup de dimensions artistiques, enfin... Voilà, je vais pas refaire tous les épisodes qu'on a fait, mais voilà, t'as des jeux qui vont être historiques, qui vont être dans des cadres historiques et tout, donc tu peux inférer une bonne partie des connaissances du monde à partir d'objets de loisirs. Maintenant, je pense que il y a une bonne partie des connaissances scientifiques. Alors, je vais dire dures, mais c'est pas pour parler des sciences dures, c'est pour parler vraiment des principes plus fondamentaux et plus précis d'une partie des sciences. Bon, alors, du coup, parallèle à... Allez, c'est le point Godwin, c'est maintenant. Ce sera pas le dernier. Ah bon, alors tu me rassures. Le fait que les nazis aient brûlé la clinique berlinoise LGBT, par exemple, ça a été une perte phénoménale de connaissances sur les questions LGBT, à tel point que on estime qu'aujourd'hui, on est encore en train de redécouvrir, peut-être de façon plus fine qu'à l'époque, j'en sais rien, mais des choses qui étaient déjà sues en 39, quoi. Je vais spécifiquement parler de ça. Bah écoute, voilà. Mais bon, enfin voilà, il y a des procédures médicales, il y a des diagnostics de psychologie clinique, enfin, tu vois, il y a vraiment des tas de choses. Je pense que on a quand même besoin d'être guidé par la science, un minimum. Alors, je suis pas dans un discours ultra rationaliste et tout, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Mais on a quand même besoin d'être un minimum guidé par la science pour ne pas juste se reposer sur des croyances fausses. Oui, c'est intéressant parce que quand j'ai réfléchi à cette question-là, j'avais une façon de réfléchir, alors pas opposée, mais avec une résultante qui était assez opposée. Parce que Ouais. récemment, je faisais partie d'écrit et je me suis dit que, quitte à ne pas pouvoir tout sauver, quitte à devoir sacrifier certaines choses, j'avais pensé au parti pris que tout ce qui était science et avancée scientifique, on pourrait potentiellement le retrouver. Et donc, du coup, j'aurais tendance à essayer de sauver avant ce qui ne serait jamais récupérable. Et quand je me suis fait cette réflexion de prime abord, du coup, j'étais dans l'idée de plus sauver tout ce qui était artistique, tout ce qui était œuvre. Et puis après, j'ai joué au jeu Ouais. et je me suis un peu engouffré dans ma partie. Je vais en reparler à ma partie du jeu que je présentais. Ouais, volontiers. Et donc, ma réflexion reste la même, mais la conclusion n'est pas la même. Oui, j'essaierai avant tout de sauver ce qui ne serait jamais récupérable, mais ce serait pas du coup ce qui est artistique ma priorité. Ce serait ce qui est historique. Ouais, on est d'accord. C'est l'histoire. Tu vois ce que je veux dire dans le côté. Alors oui, effectivement. Alors l'histoire est une science, soit dit en passant. Mais justement, je veux rebondir sur ce que tu dis parce que c'est pertinent. Pour moi, là, on pourrait perdre tout l'art et on pourrait refaire de l'art à partir de zéro. Et ce serait super intéressant, je pense. Mais si tu effaces les données scientifiques, ah oui, tu vas pouvoir retrouver un certain nombre de choses, mais à quel prix ?
Et voilà, la question elle est là, c'est presque utilitariste hein, comme réponse, ce qui n'est pas particulièrement mon cas, mais là le fait est que c'est quand même assez pragmatique, ça va générer du mal. Ça va causer du tort de perdre les données scientifiques. Perdre l'ensemble des données artistiques du monde, ça va être l'occasion de refaire de l'art, en faisant abstraction de l'histoire de l'art en fait. Donc je pense que ça peut donner des choses, au contraire, super intéressantes. Et ça va être plus agréable de refaire de l'art que de refaire de la science à partir de zéro. Maintenant, c'est vrai, ce qui ne peut pas être retrouvé, pour moi, ce sont effectivement les récits historiques de première main. Ça, c'est des choses, tu les as pas. Genre, typiquement, tu vois, si on avait des récits historiques de première main de l'an 0, pas exactement l'an 0, mais bon, voilà, on pourrait, par exemple, attester de l'histoire de Jésus-Christ. Ce qui n'est pas le cas. Non, c'est très probable qu'il y ait un homme qui s'appelait Jésus à cette époque-là, et probablement qu'il avait une certaine doctrine philosophique et tout. Maintenant, on n'a pas de traces de sa crucifixion, on n'a pas de traces de ses miracles, on n'a pas de traces de rien, quoi. Si je ne m'abuse, c'est dans les spécialistes de la question, c'est là qu'on fait le distinguo entre Jésus-Christ, qui est un personnage biblique, et Jésus de Nazareth, qui est une personne qui a existé, même si on ne sait pas trop comment il a vécu. Exactement, mais tout à fait. Donc voilà, ta réponse m'apporte un peu de nuance dans la mienne, parce que effectivement, pour moi, ce serait une perte assez tragique. Mais bon, on pourrait quand même survivre sans. Pour moi, c'est vraiment les données scientifiques qui seraient les plus dommageables à perdre, en fait. Je suis partisane du moindre mal, je me dis, il faut qu'on garde les données scientifiques. Là, on peut le sacrifier. L'histoire, ce serait dommage, mais on pourrait faire sans. Mais c'est intéressant, en tout cas, comme question. Alors, ça va être beaucoup moins intéressant pour l'as de l'intro, vu que pour les références culturelles, je n'ai aucune référence culturelle qui soit évidente. Le seul truc, faute de mieux, peut-être le nom de la rose ? Pas sûr. Tu auras peut-être d'autres idées une fois que je t'aurai expliqué le jeu, mais ce n'est pas grave, car j'ai une alternative. Même si toujours ce qui est bien avec les références culturelles, c'est que ça permet de planter des décors, de se mettre un petit peu dans l'ambiance pour les jeux en question. Si vous voulez vous mettre dans l'ambiance pour le jeu dont on va parler ce mois-ci, à défaut de références culturelles, on peut faire des références historiques. Vous allez dans l'histoire, vous prenez n'importe quelle histoire de Todafé, puis ça y est, vous êtes dans le bain. Ok. Plus ou moins, bien sûr, mais voilà. Ça a l'air super joyeux. J'ai pas pu finir je vais en parler, mais j'ai pas pu finir la partie, mais c'est mon expérience très personnelle pour le coup, mais voilà. On va en parler. Mais non, quand même, on va pas parler d'histoire cool, justement, mais on a l'occasion d'y revenir. Car aujourd'hui, nous parlons de The Seal Library de Matt Sanders, qui est un jeu de rôle solo de journaling qui est sorti en 2020. Alors, je sais pas si c'est un hack ou s'il est juste inspiré, mais en tous les cas, qui est très très proche de The Watchad de Chris Bissett, qui est un jeu que je ne possède pas, que je n'ai pas pu lire. Je ne sais pas à quel point il est proche. Je vais revenir dans le détail après, mais qui est typiquement les jeux de journaling avec un jeu de cartes et une tour de Jenga. D'accord. Donc il y avait bien sur la tour de Jenga dans l'affaire. C'est bien ce que j'avais compris à tes indices. Et on va revenir. Déjà, quand même, en termes de cadre, The Seal Library, donc vous êtes le ou la dernière bibliothécaire de la plus grande bibliothèque de l'histoire de votre civilisation. Au cœur d'une culture, d'une civilisation grandissante et qui est maintenant aux mains d'envahisseurs. Ceci est un siège. Donc vous êtes la dernière personne encore en vie à l'intérieur de la bibliothèque qui est barricadée. La question, ça va être quels écrits vont devoir être mis à l'abri dans la chambre forte en priorité avant que la barricade ne cède. Et surtout, comment faire en sorte de sceller la chambre forte pour pouvoir protéger ces écrits-là. D'où la référence aux autodafé. Oui. Le fun, comme ça. Comment le voir. Carrément. Et donc, du coup, le journal, c'est le journal intime de cette bibliothèque. Pour le détail, quand même, donc j'ai dit un jeu de cartes standard, donc sans joker, le 52, je ne sais jamais si c'est dans 52 cartes. 52, c'est 54 cartes, moins les deux jokers, donc 52. 52 cartes, un des 6, une tour de Jenga, bien qu'elle soit optionnelle, on peut faire 100 techniquement. Et on va y revenir plutôt vers la conclusion, mais je pense même que ça peut être quelque chose de volontaire, d'ailleurs, ne pas utiliser la tour de Jenga. Et aussi 10 tokens quelconques. Ça peut être des pièces, ça peut être ce que vous voulez, voilà, 10 éléments. Ok. Et ça, on va potentiellement y revenir. Personnellement, si je rejoue à ce jeu un jour, j'en prendrai moins. Donc, le jeu se déroule donc jour par jour. Une entrée dans le journal intime, c'est un jour. Et un jour se passe en 2 phases. Première phase, qu'on appelle les tâches. Tu lances le D6 et tu pioches autant de cartes
que le résultat de ton dé. Et chacune des 4, ça va Ok. te donner un prompt, enfin une entrée dans les différentes tables. Il y a une table par enseigne, couleur. Sachant que si tu tires un cœur, ça va être une entrée sur un type d'écrit avec une petite question. Donc un écrit que tu vas emmener à la chambre forte et souvent une question de réflexion sur, par exemple, l'une des entrées, c'est des tablettes biographiques du premier roi. Dans ma partie, j'ai dit que c'était une reine, mais peu importe. Premier monarque de la civilisation. Oui. En quoi sa vie est exceptionnelle? Qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel, tu vois? Ok, ouais. D'accord. Donc la tâche en soi, c'est de mettre ces écrits à l'abri, mais on crée un petit peu de la fiction au fur et à mesure. Ouais, tu caractérises un petit peu, ouais, c'est intéressant. Ou du point personnel, l'un des premiers cœurs que j'ai tiré, c'était tu trouvais les écrits érotiques d'un vicomte. Est-ce que tu t'arrêtes pour les lire ou pas? Ou est-ce que t'as pas toi, ça peut être à plusieurs niveaux. Ouais. Ça, c'est les cœurs. Les pics, c'est tes ressources pour survivre et à quel point ils sont limités. Donc la nourriture, l'eau potable, ce genre de choses. Donc trouver des ressources de nourriture où il y a une partie de ta nourriture qui commence à moisir. Est-ce que tu la manges quand même? Est-ce que tu jettes ce qui est moisi ou pas? Tu vois, ce genre de choses. Plus sur la survie. Ouais. Les carreaux, c'est les découvertes inattendues, les secrets de la bibliothèque. Ah, ça c'est cool. Et les trèfles, ça représente tout ce qui touche à la barricade et aux envahisseurs. Sachant qu'il y a des Ok. entrées dans chacune de ces 3 enseignes qui peut te demander d'enlever un élément de la tour de Jenga. D'accord. Alors, qu'est-ce que symbolise cette tour de Jenga, du coup? Sur le papier, elle symbolise la solidité de la barricade. Quand la tour de Jenga tombe, la barricade cède. Après, Ok. techniquement, pour ce qui est des pics, par exemple, si tu manges quelque chose qui est un peu avarié, ou ce genre de choses, on va te demander de tirer sur la tour de Jenga quand même. D'un point de vue narratif, quand la tour de Jenga tombe, c'est la barricade qui cède, mais dans les faits, dès qu'il y a quelque chose qui te met en péril, tu enlèves de la tour. Oui, alors, en fait, c'est plutôt ce qui te permet de continuer à faire ta tâche de préserver le savoir de la bibliothèque. Cette tour-là, oui, d'accord. Ouais. Ok. Sachant qu'il y a une autre façon de mourir Ouais. à cause des rois. Chacun des 4 rois symbolise une façon de mourir. Dès que tu en pioches un, tu la mets de côté. Ok. Et dès que tu as pioché les 4, c'est la fin. D'accord. Sachant que les rois ne sont pas les seules cartes qui sont particulières, les as aussi sont toujours des cartes particulièrement intéressantes. D'accord. Notamment, il y a un des as qui te permet d'enlever un des rois et de le remettre dans la pioche. Pas mal, ouais. Et puis surtout, l'as de cœur, c'est l'as qui te dit, tu as compris comment fonctionne la chambre forte et tu peux être en mesure de la fermer, de la sceller. D'accord. Donc c'est un peu la carte essentielle pour que ça finisse bien. Oui, oui, en effet, oui. Sachant que le manuel te dit bien au début de l'explication, il y a 2 façons de s'en sortir. Soit réussir à trouver comment sceller la chambre forte et pouvoir fuir par les égouts avec ta vie sauve, une fois que tu as fini ta tâche. Oui. Soit alors trouver parmi les différents parchemins un moyen de téléporter la bibliothèque entière dans une dimension de poche pour qu'elle soit en sécurité. Ouh, pas mal aussi, oui. Sachant que la carte, l'entrée, le prompt qui s'en rapproche de manière la plus explicite, ça fait partie des premières que j'ai tirées dans la première partie. D'accord. Et j'ai aussi pioché l'as de cœur à un moment. D'ailleurs, très drôle parce que fidèle à moi-même, j'ai pas fait les choses comme tout le monde. J'ai pas pris un jeu de cartes de 52. T'as pris un jeu de tarot. J'ai pris un deck de tarot en ignorant l'arcane majeur. Voilà, on le savait. Ouais. J'ai pas fait gaffe. Dans le deck que j'ai pris, l'as de cœur, c'est une coupe de quelle sort une colombe. Ah oui, Ça marchait très bien. j'avoue. Gameplay un peu spécifique, quand on pioche l'as de cœur. D'un point de vue narration, c'est t'as trouvé comment sceller la Chambre forte. chambre forte. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand tu pioches l'as de cœur, tu la mets de côté et tu mets les 10 tokens dessus. D'accord. Ça symbolise un peu le fait que maintenant tu sais comment c'est la chambre forte, mais t'as pas fini ta tâche, tu vois, il y a encore des choses à sauver. Oui, tu dois mettre les choses dans la chambre forte. D'un point de vue de gameplay, ce qui se passe, c'est que une fois que les tokens sont mis, une fois que tu as l'as de cœur, à la fin de chaque jour, donc après avoir écrit dans ton journal, Oui. parce que j'avais pas fini ma phrase techniquement, mais comme on se doute, T'as les phases de prompt et t'as une phase de journaling du coup après. et ben après juste d'écrit quoi. Ok. Après chaque jour, enfin après avoir écrit dans le journal, tu relances le dé, et si c'est un 6, t'enlèves un token. Ok. Donc il y a 10 tokens, hein. Oui, oui, j'ai compris. Donc ça fait beaucoup quand même. J'avoue que ça fait un peu longuet, ouais. Si tu arrives à enlever tous les tokens, tu enlèves une brique de la tour de Jenga. Ouais. Si la tour tient toujours, dans ces cas-là, tu arrives à sceller la chambre forte et tu sors par les égouts avec la fille sauve. Si la tour tombe à ce moment-là, alors que tu as pu les tokens, tu as réussi à sceller la chambre forte, mais tu es enfermé avec. Oui. Tu meurs certes, mais tu as réussi à sauver. Ok. Je crois que j'ai dit le principal. Je vais faire un truc assez inhabituel, mais malgré le fait que ce soit un petit peu fouillis, hein. Si là, tout de suite, ça vous a hypé, mettez l'épisode en pause et allez jouer à ce jeu-là. Faites une partie. Et maintenant que c'est fait, un petit truc à préciser, le manuel dit au début qu'il y a 2 façons de s'en sortir. La chambre forte ou alors téléporter la tour dans une dimension de poche. Oui. La deuxième méthode n'est pas faisable. Notre personnage dit que c'est quelque chose qu'il pourrait faire, mais aucun prompt ne te permet totalement d'y arriver.
Il y a des prompts qui te donnent l'espoir, mais dans ce contexte-là, on n'arrive jamais à téléporter la tour, la bibliothèque en sécurité. Ouais, c'est une marotte, quoi. Ouais. Et c'est marqué dans le débrief. D'accord, ok. Fun. Donc oui, il y a véritablement qu'une seule façon de s'en sortir, et c'est C'est la chambre forte. Ok, intéressant. piocher l'as de cœur, déjà, puis ensuite, au moins 10 fois, avoir 10-6. Alors, sachant qu'il y a l'un des as qui fait que si tu le tires, c'est pas que les 6, c'est les 6 et les 5. Attention. Mais voilà. Sinon, dans les autres cas de figure, à chaque fois, on meurt d'une manière ou d'une autre. Ok. Sachant que c'est quand même un jeu avec une tour de Jenga. Hein, quand même. Bon, écoute, moi, de mon expérience des jeux avec les tours de Jenga, ça dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on croit. Ouais, mais quand Mais bon, même. faire 10-6 sur un D6, Je trouve que c'est raide. c'est un petit peu raide. Mais après, bon, enfin, pour moi, c'est bien fait. C'est pas facile de réussir cette partie, quoi. Mais c'est là où j'allais en venir, c'est que c'est pas une critique que je fais spécialement au jeu. Enfin, si, dans le sens où j'aurais pas mis 10 tokens. Mais sinon, le reste, je trouve que ça marche, tu vois, par rapport à ce que ça veut dire. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis surtout, comme dit, c'est le manuel en parle, si vous n'avez pas de tour de Jenga, vous pouvez ignorer le côté tour de Jenga. Ça change pas du tout les prompts, c'est juste que le côté aller agir sur la tour de Jenga, vous l'ignorez. En gros, ça veut dire que virtuellement, la barricade ne s'aidera jamais, mais on peut toujours tout mourir avec le coup des rois. Ouais. Donc autant c'est prévu pour si vous n'avez pas le matériel, ça peut être aussi volontaire potentiellement de dire non, je vais pas prendre ça, j'ai un équilibrage différent, tu vois, pour donner un petit peu plus de chance. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui peut être valide. Ça, c'était ma partie sur le jeu en tant que tel. Techniquement, je pourrais m'arrêter là, mais j'ai raconté un petit peu ma partie. Moi, je trouve que c'est assez précieux, en fait, ce genre de retour. Donc, moi, je suis carrément pour. Ouais, que j'ai un peu teasé tout du long, hein, parce que, comme je dis, c'était pas le mois le plus facile pour moi. Et comme je dis, moi, j'ai très vite fait le rapprochement avec le contexte de jeu-là, avec tout ce qui était autodafé et autres. Ouais. Et notamment, l'un des tout premiers, c'est le premier autodafé que l'Allemagne nazie a fait. Alors, je me permets même de faire une parenthèse, c'est si vous cherchez autodafé sur Google ou dans les livres d'histoire, la première image que vous allez voir, c'est celle-là. Parce que c'est le premier autodafé qui a été fait par les nazis. Et donc, c'est là qu'il y a le plus de photos. Et donc, c'est ça qu'on trouve dans les livres d'histoire. Si vous avez fait votre scolarité en France, il y a une grande chance que vous ayez appris les autodafés du Troisième Reich avec cette photo-là. Oui. Et pourtant, on vous a jamais parlé de personnes trans sur votre scolarité. Même des personnes LGBT, même globalement, j'ai envie de dire. D'autant plus à mon époque qu'à la tienne. Oui, en plus. Mais donc, entre ça et l'état dans lequel j'étais, inutile de dire que j'ai très très vite été investi par cette histoire. En plus, j'avais différent parce que j'avais commencé à chercher les différentes musiques pour la outro de cet épisode. Et il y en avait quelques-unes qui étaient techniquement pas tout à fait dans le ton, mais que j'aimais bien quand même, notamment parce qu'elles étaient genre beaucoup trop d'espoir dans ces musiques-là. Mais je me suis dit quand même, bon, tant pis, je ferai le choix après. Et donc j'avais en plus de la musique et plein d'espoir dans le. Donc j'étais vraiment avant fond de temps, j'étais très investi. Il y avait un peu mon côté militante dans la vraie vie qui était un petit peu. Il y avait du bleed, vous voyez. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pour moi, t'étais complètement dans l'esprit du jeu, quoi. De la même manière que quand tu joues à Ten Candles, on te demande de jouer l'espoir de ton personnage, alors qu'en plus dans Ten Candles, on te fait pas une fausse promesse, on te dit tu meurs à la fin. Ouais, mais là pour le coup, c'était pas le bout dans lequel j'étais. Oui. Et à un moment, je me suis dit, d'ailleurs, j'étais au jour 5, Oui. parce que moi, j'ai tiré beaucoup de 6, donc même en 5 jours, j'ai pioché beaucoup de cartes. Oui. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas finir cette partie-là. Parce qu'il y a de grandes chances qu'elle finisse mal, et là, personnellement, ça va pas être possible. J'entends. Et c'est pour ça que parmi les musiques des outros que j'avais prévues, potentiellement, celle que vous allez avoir en outro, c'est pas celle qui était forcément la plus pertinente, mais je m'en fous, ça va être celle-ci quand même. Parce qu'elle marche quand même, si tu veux. Ouais. Mais elle a un peu trop d'espoir par rapport à, mais c'est mon épisode, je fais ce que je veux. Mais pour moi, ton personnage a de l'espoir, même d'autant plus, puisqu'il a un espoir qui est complètement inatteignable aussi. Donc, C'est ça. Non, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient plus mélancoliques, c'est pour ça. Mais voilà. Et donc j'ai arrêté la partie. Je la partageais quand même sur le Discord, du coup, cette partie, même si elle est inachevée, peut-être intéressante quand même. Carrément. Et donc j'ai interrompu le journaling et j'ai juste rajouté 2 lignes dans une police d'écriture différente. Et l'histoire continue, et elle continuera toujours. Pas du tout l'esprit du jeu, mais cette histoire-là, c'est comme ça que j'ai terminé. Ouais, c'est intéressant. Et ça m'a fait réfléchir, pas sur le coup, mais le lendemain, soit ce matin, hein, je pense, si tu veux. Oui, c'est ce que j'allais dire. À une réflexion que j'ai eue souvent et que j'ai déjà évoquée en filigrane dans ce podcast, qui est que des fois, il faut savoir ne pas suivre les rêves en jeu de rôle, et spécifiquement d'ailleurs en jeu solo. Oui. Alors bien sûr, quand on est sur un jeu à plusieurs, ce qu'est la plupart des jeux de rôle, les règles, on les fixe au début, et s'il y a des changements de règles, tout le monde y consente bien sûr. Oui, parce que si tu changes les règles que pour toi, c'est littéralement ce qu'on appelle tricher en fait. C'est ça, c'est le principe Uno, tu vois. Personne ne joue avec les vraies règles de Uno. Mais ce qui est important, c'est qu'au sein d'une partie, tout le monde joue avec les mêmes règles. Ah pardon, on n'a pas le bon public. C'est le principe de Donjons et Dragons 2. La première chose que tu fais en arrivant à une table de Donjons et Dragons 2, c'est demander quelles sont les règles maison. Voilà, c'est pareil. Voilà.
Et donc c'est un peu ça, c'est qu'au sein d'une table, faut qu'il y ait ça peut être bien d'avoir la capacité de se rendre compte que le système de jeu, il est là comme une aide, s'il faut le modifier pour les besoins de la table, pas hésiter à le faire tant que ça convient à tout le monde. C'est d'autant plus vrai dans le cadre d'un jeu solo où on est seul avec soi-même et donc c'est un truc que j'ai déjà dit un petit peu en filigrane d'ailleurs pour Anamnesis. Pour les jeux solo, je pense qu'il faut pas hésiter à réadapter les règles pour soi-même, pour son propre pilote de jeu et c'est d'autant plus vrai, je trouve, personnellement pour le journaling. Le but d'un jeu de journaling comme The Seal Library, comme Anamnesis, comme Data of the Author, le but c'est de raconter une histoire. Le jeu il est là pour vous donner des prompts, pour vous donner une base. Si derrière vous partez en roue libre sur une histoire, vous rentrez en mode tunnel, vous mettez le jeu de côté. L'important c'est l'histoire qu'on vous raconte. Bah, si je peux faire un retour d'expérience là-dessus, moi c'est sur Chronique d'un vampire millénaire. À un moment, je fais ma partie, je pars dans un truc. Un jour, j'en parlerai dans le podcast. Mais ce truc-là est intéressant et c'est totalement dans le sujet, quoi. Et à un moment, j'étais vraiment sur le récit assez prototypique, on va dire, de Chronique d'un vampire millénaire, à savoir, tu joues quelqu'un qui devient immortel, qui vit parmi les humains, les connaissances humaines qu'il a meurent, le monde change, il apprend à changer, mais il est toujours un peu en décalage, machin et tout. Et d'un coup, je tombe sur un prompt qui dit oui, il y a une guerre entre les anges et les démons suite à la découverte d'un artefact, ça va déclencher la fin du monde. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi? C'est vraiment, ça m'a amené, ça m'aurait, parce que j'ai refusé ce prompt, ça m'aurait amené dans un récit qui avait rien à voir. Je dis mais moi ça m'intéresse pas, c'est pas cohérent avec tout ce que j'ai écrit, ça m'intéresse pas. Donc j'ai ignoré le prompt et puis j'ai pris l'entrée d'après, je crois, ou un truc comme ça. J'ai fait voilà parce que c'était pour moi juste pas possible, ça brisait complètement la cohérence, la suspension d'incrédulité, tout ce que tu veux, quoi. C'est vraiment, je sais pas, imagine, tu joues à Donjons et Dragons, puis d'un coup, t'as un portail qui s'ouvre, t'as un vaisseau spatial qui sort, un mec avec un sabre laser et tout. Ça n'a aucun sens, quoi. Mais d'ailleurs, alors c'est pas tout à fait sur le même truc, mais c'est un truc, je reviens quand même sur le Seal Library. Oui. Que je trouve pas mal. C'est pas forcément explicité en tant que tel dans le texte, mais je trouve que ça vient assez naturellement. Vu qu'il y a cette séparation d'abord tu tires toutes tes tâches et tu fais tes tâches, tu réfléchis, tu réponds aux questions et ensuite tu fais le journaling. Il y a ce côté et ça je crois que je l'ai fait sur l'un de mes jours, rien ne t'oblige à évoquer l'intégralité de tes tâches dans le journaling. Oui, bien sûr. Il y a des choses parfois que j'ai pas mis parce que ça n'avait pas de sens, tu vois. J'ai réfléchi, j'ai pensé en tant que tel, mais je l'ai pas référencé dans le texte. Bah j'avoue, j'ai mangé des rations moisies, on s'en fout un peu, quoi. Surtout par contre, pour l'anecdote quand même, outre le côté fuck les règles. Oui d'ailleurs, ce Sea Library du coup résonne vraiment d'un point de vue personnel. Ça a été l'expérience c'était le jeu où j'ai dit que les règles à se faire voir. C'était très contextuel, sinon j'ai beaucoup de respect pour ce jeu-là. Je trouve qu'il est bien foutu, hein, si ce n'est que j'aurais mis moins de tokens. C'est tombé sur ce jeu-là. Mais un truc drôle, c'est que le jour où j'ai tiré l'as de cœur, donc où j'ai trouvé comment faire fermer la chambre forte, j'ai tiré 3 autres cœurs. Ah, excellent. Donc ça allait super bien dans la fiction, parce que ça faisait vraiment j'ai trouvé comment faire. Allez, on descend plein de choses. Ouais, carrément. Mais c'était très cool. Mais voilà, tout ce que j'avais à dire sur The Seal Library et en parenthèse aussi sur le fait des fois, il faut savoir envoyer paître les règles. Phrase à sortir de son contexte, par pitié. Des fois, il faut aller faire paître les règles. Ça vaut aussi pour la vraie vie. Est-ce que je t'ai donné envie de jouer à The Seal Library? Bah franchement ouais, j'ai vu que j'avais déjà récupéré le jeu en fait parce qu'il était dans le bundle for Racial Justice and Equality de 2020. Juillet 2020, juin 2020, je sais pas. Donc voilà. Donc je l'ai, donc j'ai regardé. Donc il faut le dire, le manuel fait 16 pages. Oui. C'est important, je trouve. Et l'illu, bon, de toute façon, vous allez avoir l'illustration de couverture, elle est trop classe. Ouais. Et il est en anglais, je tiens à dire. Oui. À ma connaissance, il n'y a pas de version française. Ouais, en tout cas sur la page Itch.io, il n'y a pas de version française, ça c'est certain. Mais ouais, moi je pense qu'on va finir l'enregistrement, je vais me faire une partie vite fait pour voir. Bon, peut-être sans la tour de Jenga, je ne l'ai pas apporté de main. Quoique, attends. Ouais, si je l'ai peut-être apporté de main, mais bon, ça risque de faire du bruit, donc je vais peut-être faire sans la tour. Mais je ferai la règle alternative qui était dans Dread, je crois, à savoir tu prends un set de dés et à chaque fois que tu es censé tirer un truc, t'empiles des dés. Ah, ça marche aussi. Ouais, même si t'empiles que des D6 au bout d'un moment. oui, quand même, ça... Mais bon, avec mon chat qui va être très curieux à mon avis, je vais peut-être pas m'y risquer en fait. Ouais. Mais ouais, l'illustration qui est une gravure, elle est vraiment trop classe. Mais de toute façon, bon, vous l'avez vu dans la miniature, naturellement, puisque j'ai fait mon boulot quand même. Même si c'est toi qui montes ce mois-ci, je fais quand même le visuel, faut pas déconner.
Et du coup, est-ce que tu as une question de FAQ? Oui, j'ai une question pour toi, Alice. Une question de Anne Tred qui nous demande quels seraient les conseils que vous donneriez à une table qui va bientôt se former et se rassembler pour la première fois, je suppose, pour la première partie peut-être, pour que ça se passe super bien, que ce soit du côté MJ et pour les joueuses. Est-ce que tu veux commencer? Je peux commencer. Alors, je précise que cette question, je te l'ai proposée hier, parce que tu m'as dit il fallait une question qui pourrait durer éventuellement un petit peu, histoire de compléter l'épisode. Je t'ai trouvé la question, mais je n'ai absolument pas eu le temps de me la poser, puisque hier soir, c'est le seul moment où j'aurais pu le faire, au final. J'ai préféré aider Erwick à clôturer sa 3e forge du défi 3 fois forgé, en faisant de la relecture, des petits retours. Il y avait des éléments visuels qui n'allaient pas forcément aussi, parce que c'est normal quand t'as une deadline et tout, t'as pas forcément l'œil à tout. Et bon, moi en tant qu'ancienne imprimeuse, je dis là les marges, je vais peut-être les rajouter. Enfin bon, mais son jeu a l'air cool et c'est aussi avec des cartes. Faut là que tu jettes un œil si tu veux mon avis, parce que ça risque de te plaire et peut-être que tu auras envie d'en parler un jour, qui sait. Ah, il y a de grandes chances, oui. Qui sait? Ça se joue à 3, exclusivement à 3. Bon, du coup, les conseils que je donnerai à une table qui va bientôt se former et se rassembler pour la première fois, pour que ça se passe super bien, je dirais déjà une première chose, c'est faites une session 0, puisque c'est une table qui va se former, qui va se rassembler pour la première fois, donc a priori les gens ne se connaissent pas, ou en tout cas pas en jeu, et donc ça me semble moi très important de pouvoir prendre un temps en amont de toute partie pour savoir à quoi on va jouer. Par exemple, si on part sur un jeu de médiéval fantastique, d'heroic fantasy, voilà, je voulais mélanger les deux comme d'habitude. Savoir qu'est-ce qu'on aime dans le Medfan, c'est important, parce qu'il y a Medfan et Medfan. Totalement. Savoir quelles sont les attentes. Voilà, savoir quelles sont les attentes de la table, de la MJ, d'arriver à trouver un jeu qui satisfasse tout le monde. Et oui, satisfasse, vous ne vous attendiez pas. C'est cadeau, c'est pour vous. Voilà, ça se prépare beaucoup en amont, une partie, et pas forcément sur de l'écriture de scénario ou ce genre de truc, parce que là, ça n'est valable que dans du jeu classico-tradi. Mais voilà, savoir vraiment à quoi on veut jouer, savoir les envies des unes, des autres, les limites des unes, des autres, peut-être faire des formulaires de consentement. Penser aux outils de sécurité émotionnelle. C'est ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir évoquer en amont. Moi, je vais raconter ma vie, donc c'est l'instant Skyblog, comme on dit. J'avais rencontré ma boutique de jeux de rôle. À un moment, j'allais entre midi et 2, j'avais du temps. Le travail m'avait laissé le temps d'aller à la boutique de JDR. Tu te rends compte, ça c'est quand même rare et précieux et bien. Bon, en vrai, c'est parce que j'ai quelqu'un qui ne m'a pas ouvert, donc je dis bon, je suis pas loin, j'y vais. Et donc, je passe à ma boutique de jeux de rôle, et il y a une bande de jeunes lycéens, qui doivent avoir 16 ans, je pense, qui commençaient à s'interroger sur le jeu de rôle, machin et tout. Les vendeurs étaient occupés, je dis bon, écoute, moi je suis là, j'y vais. Et j'ai commencé à discuter un petit peu avec eux, et notamment avec celle qui allait masteriser, qui avait l'air très sympa. Et voilà, je lui ai dit bon, j'ai essayé de lui présenter différentes options. Bon, ils étaient partis sur du Donjons et Dragons, voilà, forcément. J'ai pas pu les en dissuader. Il faut bien que jeunesse se passe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je disais, voilà, pour moi, ce à quoi il faut être vigilant, c'est les contenus. Donc, que ce soit des scénarios tiers que tu peux trouver à droite à gauche et qui sont pas du tout à contrôle qualité de quoi que ce soit, ou des joueurs qui peuvent aussi rentrer dans des propositions complètement inadaptées. Je pense notamment du contenu sexuel, ce genre de choses, quoi. Voilà, je pense qu'il faut en parler aussi avant, de dire bon, qu'est-ce qu'on veut surtout pas à cette table, entre guillemets, au-delà des lignes des voiles. Enfin, dans 2 Adelphes, moi j'ai dit sécurité émotionnelle, les lignes de base, c'est suicide et agression sexuelle. On parle pas de ça. Oui, parce qu'il y a toujours ce côté. Il y a des sujets qui peuvent être. C'est le côté liste noire et liste blanche. C'est ça. Souvent, on voit la sécurité émotionnelle comme des listes noires, c'est-à-dire des choses, une liste exclusive, c'est-à-dire qu'une liste qui dit ce qu'il ne doit pas avoir, mais il y a le côté liste blanche, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui, par défaut, c'est non. Et s'il y a l'accord s'il y a la volonté, c'est l'accord de la table et on explicite que ça c'est possible. Ça veut pas dire qu'il faut se forcer non plus, mais c'est un truc, ça ne peut arriver que si c'est explicité comme une possibilité. Tout à fait. Alors, du coup, ça me fait penser, cette histoire de liste noire, à un post Reddit sur lequel j'étais tombé il y a longtemps, qui s'appelle How Not to Play D&D and Other TTRPGs, que j'ai librement traduit par Ne pas être un connard en JDR. Le fameux. Je vous mettrai le lien dans la description de l'article originel. Peut-être que je mettrai ma traduction quelque part. Cela dit, je peux peut-être lire ce document si ça te gêne pas. Il fait 3 pages. Non, ça me gêne pas. C'est une énumération de choses, donc
Ça me rappellera des souvenirs parce que je crois que la première fois que je te l'ai vu l'envoyer, donc que je l'ai reçu, c'était avant même que je sache comment tu t'appelles, je crois, donc Non, je pense pas. On avait déjà joué à Invincible, les 7 vies du dragon ensemble. En tout cas, la traduction, la traduction date de ce moment-là. Ma traduction révisée date de 2021. Ouais, au début, je te connaissais par ton pseudo. Ah oui, en effet, oui, ça se peut. Ah oui, dans ce sens-là, indeed, ça se peut bien. Donc, première section, c'est règles générales pour les joueuses. À moins qu'il n'en soit spécifié autrement, partez du principe que jouer un suicide ou un viol est interdit. C'est ce que je viens de dire, mais j'aime bien le fait que ça commence par ça. Si un joueur ou un MJ est problématique, parlez-en le plus vite possible. Dans le pire des cas, vous serez exclu de la table, mais dites-vous que vous aurez échappé au pire. Je confirme. Vous n'êtes pas le personnage principal dans l'équipe, vous êtes un membre de l'équipe des personnages principaux. Et encore, moi j'ai presque envie de moduler ce truc-là, parce qu'on n'est pas toujours les personnages principaux. Genre, typiquement dans l'OSR, t'es un peu des miséreux, voilà, tu joues pas les héros du monde, mais bon. Là c'est principalement D&D, mais pas que. Ne volez pas les moments des autres joueurs sous le feu des projecteurs. Donc, don't hog the spotlight. Voilà. Si c'est le moment d'un autre personnage, n'essayez pas d'en faire le moment de votre personnage. Ne jouez pas de murder robot, donc c'est ce profil de personnage qui va tuer tous les PNJ qui croisent sans aucune raison. Ça peut être grisant la liberté offerte par le fait de faire du JDR et l'absence de conséquences réelles sur les actes fictifs qu'on a, mais c'est pas une raison pour le faire en fait. Bah, surtout que, c'est peut-être parce que j'ai un rapport trop proche avec la fiction que je fais en jeu de rôle, mais je trouve que le côté absence de conséquences réelles, est-ce qu'il y a vraiment une absence de conséquences réelles? Oui. Non, mais quasi absence de conséquences réelles, j'ai envie de dire. Voilà, justement, c'est pas anodin, quoi. Oui, tu ruines le plaisir de tout le monde. Donc, effectivement, ça peut avoir des conséquences, mais ça n'a pas du tout les mêmes conséquences que si tu faisais le 10e de ça dans la vraie vie, quoi. C'est ça que je veux On est dire. bien d'accord. Ensuite, vous ne pouvez pas être ce gars trop dark qui n'aime personne. Il n'y a aucune raison pour que d'autres personnes se joignent à vous pour partir à l'aventure, et vous avez juste l'air idiot à refuser de faire équipe dans un jeu coopératif. Ça, c'est important. Je confirme. Oui. Hashtag Centaure. C'est ça l'avantage aussi de refaire des marathons, hein. Complètement. Donc je lis le point suivant puis je le module derrière. Interdiction d'être sur son téléphone, à ne pas écouter la partie. Je module. Pour moi, il y a des cas de figure dans lesquels ça peut être le cas, hein, y a pas de souci. Mais on prévient à l'avance. C'est la moindre des choses. Si j'attends un coup de fil important, je le dis avant. Et une fois que le coup de fil est passé, là, à ce moment-là, a priori, je range mon téléphone et je suis pas dessus. Yep. Maintenant, si c'est le 10e tour de combat, du combat de boss, et que entre chacun de vos tours, il se passe 30 minutes, bon, moi je vais être indulgente. Hein, Oui, c'est franchement. Là, c'est voilà. faire preuve de pitié à ce stade. Ne soyez pas un bigot, ça inclut de ne pas s'apitoyer sur des personnes qui diffèrent de la norme, elles veulent juste être traitées comme tout à chacun, et rien ne les ennuie plus que des gens qui essayent d'insister sur leurs difficultés sans leur consentement. Donc, ce qui clôture la première section, donc règle générale pour les joueuses. J'enchaîne donc sur la règle générale pour MJ. Faites une session 0 avant de démarrer une campagne pour entendre les attentes des joueurs, poser des règles et créer les personnages et leurs histoires avec les joueurs. J'ai même envie de dire, n'hésitez pas à faire plusieurs sessions 0. Hein. Ça peut être une session 0, rassemblement de la table, on apprend un peu à se connaître, à connaître nos parcours de jeu ou nos envies de jeu, nos parcours littéraires, cinématographiques, ce genre de choses, nos références culturelles, essayer de voir dans quelle direction on va. Ensuite, on choisit le jeu, on fait une session 0 sur le jeu pour présenter les règles, créer les personnages, leurs histoires, leur background, leur machin, les liens entre les joueurs, et ensuite on joue. Voilà. N'hésitez pas à faire plusieurs sessions 0. Oui. Je pense une session 0 table et une session 0 pour chaque jeu ou campagne que vous allez faire. Ça peut être pas mal. Sachant que, une fois que le groupe se connaît, une session 0, ça peut, dans l'absolu, durer que 15 minutes. C'est ça. Il y a des choses qui sont implicitement reçues, tu vois. Oui. Si vous êtes une table de donge et que vous êtes à votre 5e, 6e campagne, vous savez plus ou moins ce que la table apprécie, mais il peut y avoir des variations, bien sûr, mais du coup, ça peut être beaucoup plus... Voilà, mais par exemple, la 5e, 6e campagne, moi j'arrive, je dis ouais, tous les gars, on va faire une campagne où vous jouez des mercenaires dans un monde où la magie est vraiment très rare. Je vous interdis pas du tout de faire des personnages qui sont magiciens ou druides ou clercs ou machin et tout, hein, y a pas de problème avec ça, mais sachez que les gens vont chercher à vous approcher justement parce que vous pouvez faire des choses que beaucoup de gens peuvent pas faire, nanani nanana, on est vraiment dans un cadre très particulier, et donc là ensuite derrière, on va éventuellement
éventuellement mettre des règles en plus par rapport à ce truc-là, expliquer un petit peu plus l'endroit, et puis surtout créer les personnages, leurs liens et tout ça. Ouais. Mais voilà, ça peut être ça une session 0, hein, tout simplement. Ouais, Et tout comme je simplement. dis, ça pourrait très bien ne durer que 15 minutes, juste de dire, bah voilà, on va jouer dans tel truc, tel contexte, alors c'est le jeu que vous connaissez déjà et tout, mais voilà. Point suivant donc, n'allez pas à l'encontre des règles et des attentes établies durant la session 0. Ça a peut-être l'air évident à dire, mais je pense qu'il faut le dire quand même. À moins que les règles et attentes des joueurs n'aillent dans ce sens, ne jouez pas et n'autorisez pas les scènes de viol, suicide, pédophilie, etc. On y revient, mais c'est un point assez important, je pense, donc c'est très bien de le faire. Ensuite, évitez de faire des PNJ-PJ, donc c'est ma traduction un peu maison de DMPC, enfin DMPC plutôt. Surtout s'ils sont trop forts ou trop utiles, ils volent les moments des joueurs sous le feu des projecteurs, toujours un spotlight. Voilà. Même globalement, évitez de faire des PNJ-PJ tout court, ça sert à rien. Moi je pense qu'il vaut mieux être efficace, alors après tout dépend, hein, mais il vaut mieux être efficace pour moi dans le fait de montrer un monde crédible que dans le fait d'imposer un personnage en permanence au groupe. Ouais. Et le DMPC, le PNJ-PJ, c'est un PNJ officiellement, mais en fait c'est le personnage du DM ou de la DM. Et une idée qui m'est venue, si vous tenez absolument à ce qu'il y ait un personnage, un PNJ qui suive le groupe, qui peut être utile pour l'exposition ou autre, faites en sorte qu'il change régulièrement. Parce qu'on n'a pas l'impression Oui. qu'il y a quelqu'un qui colle au bas, tu vois. Bon, point suivant, donc si jamais votre scénario est linéaire, vous devez au moins donner aux joueurs l'illusion qu'ils ont le choix. Bah, moi je suis pas sûr de ce point-là, pour être tout à fait honnête. Je pense que c'est moins essentiel. Ouais. C'est plus un bonus, c'est que ce serait cool si c'était le cas. Je sais pas si c'est forcément cool. Enfin, je veux dire, il vaut mieux un très bon scénario linéaire qu'un très mauvais scénario bac à sable ou que sais-je. Quiconque est capable de regarder droit dans les yeux l'état du jeu vidéo actuellement et notamment du RPG, c'est bien que monde ouvert ne fait pas tout. Oui, mais c'est totalement ça. Pour moi, l'illusion du choix, ça nous ramène à l'ogre quantique. Savoir, t'as quatre buissons. Sous un buisson, il y a un ogre. Et en fait, quel que soit le buisson que tu vas voir, il y a un ogre en dessous, quoi. Oui. Ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma campagne de mon sort de wiki. Sur un scénario, vous étiez coincé de l'autre côté du miroir. Oui. Vous étiez séparés d'ailleurs. Et Oui. chacun de temps où vous êtes, il y a eu plusieurs moments où j'ai dit le chemin se sépare à droite et à gauche. Mais ça ne change absolument rien. Vous allez là où j'avais envie que vous alliez. Mais moi, ça donnait un aspect labyrinthe, quoi. Mais c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça nous donnait l'impression qu'on pouvait se perdre dans ce monde de l'autre côté du miroir. Pour moi, c'était hyper important. Mais c'est pas le fait d'avoir l'illusion du choix qui était importante. C'était de donner l'impression qu'on pouvait se perdre. Oui. Moi, je serais plutôt d'avis, si le scénario est linéaire, il faut dire le scénario est linéaire. Mais on va le jouer comme ça, et voilà, et je compte sur vous pour pas essayer de sortir des limites. Ouais. À moins que ça n'ait aucun sens. À ce moment-là, bah, on en discute, on arrête la partie. Je peux éventuellement par la suite essayer de trouver une solution pour poursuivre votre choix, mais voilà, moi mon scénario il est linéaire. Et voilà, enfin pour moi c'est pas un problème d'être honnête. Hein. Ouais, non mais. Parce que donner aux joueurs l'illusion de quelque chose, ouais. pour moi c'est leur mentir. Hein, donc. Si tu le fais sur les cordes sensibles aussi. Bah oui, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est. Enfin bon, voilà. Mais bon, après, voilà, on va pas épiloguer sur un seul point de cette liste. Dans l'absolu, c'est probablement pas un mauvais conseil, mais je suis vraiment pas sûr qu'il faille l'appliquer en fait. Tu vois, de façon kantienne. Tu vois ce que je veux dire voilà, je sais pas s'il faut systématiser l'application de ce conseil. Non. Moi, je veux dire, quand on me demande de faire un petit scénario one-shot, machin et tout, souvent, c'est vous êtes une bande de mercenaires, et la mort, ça va être vous trouver un job. Mais il y a des tas de raisons de refuser un job. Si ce n'est que, moi, je dis à mes joueurs, je leur dis, si vous refusez, il n'y a pas de scénario, vous rentrez chez vous. Donc, vous acceptez. Tu peux tourner le truc autrement, tu peux dire, vous avez accepté cette mission parce qu'il n'y avait rien d'autre, tu vois. Tu peux ne pas laisser le choix. Et c'est pour ça qu'idéalement, l'accroche de votre scénario, de votre campagne, c'est une campagne, enfin l'accroche première, elle est partagée même de manière résumée avant la création des personnages. Oui, c'est super important. Comme ça, les personnages se créent en conséquence. Moi, il y a certains scénarios, certaines campagnes qu'on a pu faire en commun. Je les ai fait avec certains personnages.
d'autres personnages que je vais pas interpréter se seraient jamais retrouvés dans cette situation-là. Non, bien sûr, bien sûr. Et même au contraire, enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, mais si c'est un truc d'expédition, tu peux justement créer un personnage qui veut absolument, tu sais, qui va rajouter des choses à ce Oui. truc-là, qui va être vraiment convaincu par le fait de ça, un autre qui va être là par opportunisme, tu vois, et ça crée des choses intéressantes. Enfin bon, voilà. Bon, on va passer au point suivant. Les conflits hors jeu doivent être réglés en dehors du jeu, pas avec des punitions en jeu, ça c'est hyper important. Bien oui. Et point suivant qui est directement lié, donc on pourra éventuellement sortir le nez de la liste juste après, parler aux joueurs problématiques des problèmes qu'il engendre. S'il refuse de changer, virez-le de la table, peu importe à quel point c'est un bon ami, il ruine le plaisir de tout le monde à la table. Et puis, vous l'avez prévenu. Ça, c'est important, ça. Dernier point, pour les MJ. Les joueurs sont ceux qui font avancer l'histoire, ne leur enlevez pas la capacité de faire leur propre choix. Du coup, ça m'évoque le truc impossible avant le petit-déj. Oui. Mais oui, briser la gentilité des PJ, mauvais plan. C'est plus du jeu de rôle, quoi. Bah, c'est ça. Écrivez un livre. Si vous voulez faire ça, franchement, écrivez un livre. N'imposez pas ça à des gens. Alors ensuite, on a une nouvelle section qui s'appelle « Ces alignements emmerdent tout le monde, ne les jouez pas ». Enfin, non, pas vraiment. Mais Cela particulièrement, tu vois. Loyal stupide, adhérez à la loi au point que la moindre entorse au règlement de la piscine communale fait de vous un ennemi. Un alignement probable pour des croisés. Ça a été le comportement typique du paladin. Deuxième alignement, chaotique stupide. Faire des choses improbables pour voir ce qui va se passer. Pas dans le sens du PBTA, même si ça n'a aucun putain de sens. N'obéir à aucune règle, quelle qu'elle soit, et toutes les enfreindre juste pour prouver qu'on est bien chaotique, ce qui inclut le bon sens. D'ailleurs, ne surtout pas obéir au bon sens ou à n'importe quel comportement sensé. Je suspecte d'ailleurs que cette sombre histoire de centaure vienne de là, d'ailleurs. Ah, ça se peut, oui. Ensuite, chaotique connard. Utiliser les alignements chaotiques neutres ou chaotiques mauvais comme excuse pour être un enfoiré envers le groupe sans aucune raison. Souvent, ça se remarque vite, tu sais, parce que souvent, les joueurs qui jouent ça sont aussi des connards, donc ça se remarque assez souvent, assez rapidement souvent. C'est vrai. Et donc, dernier alignement, c'est stupide mauvais. Faire des choses mauvaises juste pour montrer que vous êtes mauvais, même si ça n'a aucun sens, comme poignarder votre guide dans les montagnes après 5 minutes de conversation. Alignement proche du chaotique stupide. Ouais. Donc la section d'après est très courte, elle s'appelle grobilisme. Est-ce qu'il faut que je rappelle ce qu'est un grobile ? Je pense qu'il vaut mieux le faire dans le doute. Donc c'est un personnage suroptimisé au point que les autres personnages ne servent à rien, que aucune force de l'univers ne peut rien faire contre ce personnage, etc., etc. Quelque part, ça va venir derrière. Dans les points relatifs au grobilisme, quelque part, ça en donne aussi la définition. Donc, premier point, il n'y en a que 4, et ça va aller vite. Rendre votre personnage fort à ce qu'il fait ne pose aucun problème. Enfin, bon dans ce qu'il fait, plutôt, j'aurais dû dire. Faire en sorte que votre personnage soit 10 fois plus fort que tout le reste de l'équipe, si. Deuxième point, ne trichez pas. Avoir un personnage avec 18 dans chaque caractéristique, ramasser le dé avant que qui que ce soit n'ait pu le voir, etc. Alors, moi, je me suis déjà exprimé sur la tricherie dans le jeu de rôle traditionnel, puisque le jeu de rôle traditionnel ne veut pas que tu échoues et te pousse à gagner, te pousse à devoir gagner. Je suis beaucoup plus nuancé sur la triche. Je n'encourage pas à tricher parce que c'est pas cool pour les autres, mais le problème étant que si le jeu t'impose de devoir réussir et que tu rates à cause d'un jet de dés, c'est un peu bête, quoi. J'ai gagné en souplesse sur cette question-là avec le temps, mais en même temps, je partais de tellement loin que gagner en souplesse, c'est pas grand-chose. Je suis le genre de personne, quand je fais un lancer de dés et qui est pourri alors que c'était une scène épique et que l'MJ me dit: «Oh allez, j'ai rien vu, relance». Déjà ça, moi, déjà ça me gonflait à l'époque, rien que ça, donc j'avais de la marge, si tu veux, pour devenir plus souple. Donc, non, mais je sais qu'on n'en est pas là, mais tu vois, pour dire que... Non, mais moi c'est pas ça que je veux dire. Moi aussi ça me gonfle, mais pas parce que le MJ me propose ça, parce que le MJ est obligé de compenser le jeu. C'est dire si le jeu est nul, parce que le jeu te met dans cette situation. Et donc c'est au MJ de trouver des pirouettes pour que ça n'arrive pas. Faut changer de jeu dans ces cas-là. Bon, troisième point, pardon. Personne ne gagne le jeu de rôle. Oui. Et dernier point, parce que visiblement la personne a été traumatisée par ça, pas de murder roboing, ça ne donne pas des points d'expérience en plus. Catégorie suivante, méta-jeu. Trouver la classe d'armure du monstre pour aider à faire avancer le combat ne pose pas de problème.
sortir le manuel des monstres au milieu du combat pour connaître exactement les faiblesses du monstre et les hurler? Si. Deuxième point. Non, vous ne pouvez pas dire que votre druide a été dans un zoo afin de pouvoir prendre la forme d'une tonne d'animaux. Vous pouvez en revanche demander au MJ si vous avez vu des animaux dont vous pourriez prendre la forme. Alors, juste, parce que tout le monde ne joue pas à Donge, hein. Les druides, passé un certain niveau, peuvent se transformer en animaux, mais il faut qu'ils aient vu l'animal pour pouvoir le faire. Troisième et dernier point méta-jeu, donc votre personnage ne sait pas que le roublard a acquis un objet magique lorsqu'il s'est éloigné du groupe, et vous ne savez pas non plus où il l'a caché. La fameuse maturité nécessaire que les PBTA considèrent vers le joueur part du principe qu'il n'y a pas besoin de se séparer parce que vous n'allez pas faire de message-jeu. Pour moi, ça dépend du jeu. Ça peut être intéressant de faire des apartés dans des jeux d'horreur, par exemple, pour justement simuler la paranoïa, etc. Dans la plupart des autres jeux, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens de faire des apartés. Moi, j'aime bien être surprise, si tu veux. Donc, moi, j'ai pas de problème spécifique avec les apartés en tant que tel quand c'est pertinent. Mais effectivement, j'ai le PPT en tête nécessairement. Justement, pour moi, on en revient à ce qu'on disait. C'est ce que défend John Wick dans Dirty MJ, d'ailleurs, Playing Dirty en VO. De dire que tu fais une meilleure fiction en connaissant les secrets des autres personnages. L'exemple que donne John Wick, donc pas le personnage de Keanu Reeves, l'auteur de Septième Mer et de Dieux ennemis, entre autres. L'exemple qu'il donne, c'est imaginer que le secret de PJ, c'est qu'ils sont en couple. Si vous savez pas ce secret, vous comprenez pas pourquoi ils envoient des messages au MJ, que de temps en temps ils s'isolent pour discuter, machin et tout. Si vous connaissez le secret, parce que bien sûr les personnages, s'ils se cachent, c'est que genre leurs familles sont ennemies ou un truc comme ça, hein, et ben chaque message, chaque aparté, le fait qu'ils ne soient pas là pendant le discours du roi pour l'intronisation de machin, mais qu'ils aient choisi d'aller se rejoindre dans un couloir pour pouvoir profiter des bras l'un de l'autre, ça a beaucoup plus de sens. Et tout le monde en profite. C'est la thèse de John Wick, c'est la partie de jeu de rôle, c'est une pièce de théâtre dont vous êtes les propres spectateurs. Et si vous faites des choses uniquement pour vous-même, bah à ce moment-là, vous jouez tout seul dans une salle où il n'y a pas de public. Donc, vous ratez un petit peu votre truc. Il faut que vous jouiez pour les autres. À peu près, c'est pas au mot près, ça fait un moment que j'ai pas relu les écrits de John Wick, mais voilà. Mais ça demande un peu de maturité, je pense quand même. Pas beaucoup, hein, mais ça demande un peu de... Voilà. Bah, je suis d'accord, mais apprenons les bonnes pratiques dès le début, en fait. Plutôt que de dire, d'abord, tu joues comme une espèce de crevard, et ensuite, voilà, faisons dès le début. Moi c'est une posture que j'aime bien dans le PBTA, c'est de dire, justement, effectivement, il y a comment dire, un prérequis entre guillemets, quoi, une prémisse même, j'ai envie de dire. C'est les joueurs et les joueuses sont matures et sont capables de faire la différence entre ce que c'est leur personnage et ce qu'ils savent. D'ailleurs, au-delà de ça, même il y a beaucoup de DPTA, c'est le cas notamment de Masque, entre autres, où tu as même parfois des scènes d'interlude uniquement narrées par la conteuse, où il n'y a aucun DPJ qui je prends l'exemple de Max par exemple, qui va te raconter ce qui se passe du côté des méchants, de voir comment eux ils évoluent. Mais moi ça je trouve ça excellent, tu vois, moi je milite très activement pour les scènes que j'appelle pendant ce temps-là à Veracruz, où le MJ va nous montrer ce qui se passe du côté des méchants, quitte à nous faire jouer des PNJ. Tu vois, ok. Alors maintenant que vous avez fini le donjon, voilà, hop, ailleurs, là vous jouez un groupe d'hommes de main qui revient de mission. Voilà, vous allez voir votre chef et votre mission s'est mal passée. Et justement, tu donnes un élément qui s'est passé dans la partie, tu vois. Et voilà, et du coup, tu montres la réaction côté chez les méchants entre guillemets. Voilà, je trouve ça intéressant. Et ça te montre justement un petit peu aussi des choses que tes PJ verront jamais, en fait. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour la campagne de Mon Sort de Lui, je reparle, à la fin de la première saison, vous étiez censé faire un scénario en interprétant vos rivaux. Excellent. La fameuse équipe de flics. Ouais. Donc moi, j'avais pas spécialement vu comme des rivaux, soit dit en passant, mais... Oui, mais à défaut de les appeler autrement, tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois bien. Ouais. Mais pour moi, c'était plus une ressource et on semblait avoir un objectif assez proche. Donc, mais bon. Après, c'était mon personnage, c'était la vision de mon personnage. Les autres n'avaient peut-être pas ce même rapport avec eux.
Donc, les 3 points suivants sont à propos du rules lawyering, donc avocat des règles. Ne sortez pas cette règle qui ne ferait que blesser les autres joueurs. Eux aussi veulent s'amuser. Pour moi, le deuxième point est peut-être le plus intéressant sur les 3. Si vous voulez utiliser les règles à votre avantage, vous devez aussi exposer les règles qui vous mettraient à votre désavantage. Oui. J'ai tendance à être avocate des règles. Alors, ça m'a souvent dire, non, ça se passe pas comme ça. On est dans cette situation et tout. Donc normalement, on est désavantagé. Cette façon de gérer les règles n'est pas la façon de gérer ce cas de figure. Mais bon, après tu fais ce que tu veux. Et justement, le dernier point sur le rules lawyering, le MJ a le dernier mot en ce qui concerne l'arbitrage des règles, et rien de ce que vous direz n'y changera quoi que ce soit. Yep. Alors, ça c'est vrai. Et en même temps, je trouve que c'est un peu péremptoire. Oui. Pour moi, ça s'inscrit vraiment dans la continuité de règle numéro 1, le MJ a toujours raison, règle numéro 2, en cas de doute, se référer à la règle numéro 1. Réécoutez notre épisode sur Dog is Dog. Oui, oui, totalement. Oui. En fait, pour moi, ce genre de truc s'applique dans Donjons et Dragons, c'est vrai. C'est moins vrai maintenant, mais historiquement c'est vrai, c'est que Donjons et Dragons, les premières versions de Donjons et Dragons étaient hyper lacunaires. Il y avait des tas de choses que le MJ devait inventer, improviser, des choses qui n'étaient absolument pas prévues par le système de règles, genre, je sais pas, une course-poursuite en char, je dis n'importe quoi, mais voilà quoi, comment tu gères une course-poursuite en char à Donj 2 ? Voilà, moi je trouve que maintenant on joue à des jeux qui sont beaucoup mieux finis, qui sont beaucoup plus cohérents, alors pas dans le sens où on peut tout faire avec n'importe quel jeu, encore une fois, mais dans le sens où, normalement, si tu prends un jeu, il a pour mission, pour fonction, même j'ai envie de dire, de faire jouer une chose. Alors là, bien sûr, tu vas me dire, là, clairement, Célène, tu parles d'une perspective de jeu indépendant. Je dis, oui, bien sûr, je parle d'une perspective de jeu indépendant. Normalement, c'est un jeu pour une expérience particulière qui ne sera pas l'expérience de l'autre jeu. Enfin, voilà, ça sert à rien d'avoir des jeux qui sont les clones des uns des autres, quoi. Non, non. Normalement, ce jeu-là gère cette façon-là de truc. Alors, s'il y a besoin, on peut justement aller chercher un autre jeu, dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas un jeu qui gère des courses de chars ? Et d'aller piquer la règle et de dire là, c'est un mini-jeu et tout. Mais bon, tout ça pour dire que normalement, non, maintenant les jeux sont quand même mieux faits qu'à l'époque, et normalement, si un jeu est fait correctement aujourd'hui, depuis 10 ans on va dire, mais voilà quoi, depuis 2015, même probablement avant, mais on va dire depuis 2015 pour se laisser un peu de marge, il ne devrait pas pouvoir être générateur de situations qui n'est pas prévu par son système de résolution. Et c'est pour ça d'ailleurs c'est suffisamment rare pour que on puisse se permettre, nous dans le cadre du podcast, de souligner, de questionner quand c'est le cas, parce que justement ça n'arrive pas souvent. Tout à fait. Non, mais en plus c'est vrai que quelque part ça résonne aussi avec ta partie, tu vois. Normalement, voilà, un jeu récent, donc avec beaucoup de guillemets, devrait avoir des règles qui recoupent la plupart des situations qu'il propose, et doit être suffisamment clair pour qu'il n'y ait pas besoin d'interpréter les règles. Oui. Mais c'est un idéal. Je sais bien qu'il y a des jeux qui sont parfois mal écrits, parfois il y a des jeux qui ont des lacunes, il n'y a pas de souci. Juste, voilà, normalement, on ne devrait plus être dans ce genre de cas, et donc le MJ a le dernier mot, ouais, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, le MJ a le dernier mot. Mais si on peut rapidement sortir le manuel, dire non, là quand même, regarde, la règle c'est ça, appliquons la règle, on est censé le faire comme ça. Si on peut pas faire ça, sortir rapidement le manuel, montrer la règle et dire c'est comme ça, à ce moment-là, on accepte l'arbitrage, et d'ici à la partie d'après, on regarde et on essaie de trouver la vraie règle, et s'il y en a pas, on essaie d'en fixer une, en ayant discuté avec les uns les autres de ce qui était satisfaisant et insatisfaisant dans cette décision d'arbitrage. C'est vrai, j'allais dire, de prime abord, ça fait partie de la casquette. Quand on est dans un cadre où il y a une MJ, qui est donc avec tout ce que ça représente, ça fait sens s'il y a conflit, s'il y a pas moyen de se mettre d'accord que la MJ puisse avoir autorité de faire arbitrage. Mais en vrai, techniquement, plus que l'autorité de la MJ qui est présente, les règles font encore plus autorité en fait. Donc autant mieux référer au système, quoi. À partir du moment où il y a règle, quoi. C'est là pour ça. Restons sur ce point, c'est super intéressant. Là, on parle de la question de la transmissibilité d'un jeu, en fait. C'est qu'un jeu, idéalement, pour moi, qui en plus écrit des jeux, idéalement, c'est tu as la vision. Donc là, je prends ma casquette d'autrice, du coup.
tu as une vision d'une expérience, tu veux transmettre les outils pour que d'autres personnes puissent faire cette expérience que tu as imaginée ou que tu as vécue. Est-ce que c'est ça, écrire des jeux de rôle? Oui, bah. Et c'est pour ça que c'est ce qui m'angoisse le plus, la transmissibilité dans mes jeux, et particulièrement dans 2Z Elf. Parce qu'à la rigueur, le moustache et mousquetaire, je m'en fous un peu, tu vois, si le jeu est pas très bien transmissible, c'est pas très grave, quoi. Mais dans 2Z Elf, ça m'embête beaucoup plus. D'où le fait que j'ai envoyé le jeu à des gens que je connais pas ou très peu pour qu'ils fassent partie dans leur coin et avoir des retours. Ouais. Et en fait, t'écris ce truc-là, ouais, tu l'envoies dans le néant, tu t'envoies ta petite bouteille à la mer, il y a quelqu'un qui prend la bouteille, qui sort le message, qui lit, et faut que cette personne comprenne le mieux possible ce que tu as voulu dire. Si la personne comprend pas, alors ça peut être de sa faute, ça peut être de la faute de l'auteurice, hein, voilà, ça peut être un mélange des deux. Voilà. Des fois, c'est la faute de personne aussi, c'est juste des façons de parler qui sont incompatibles. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie professionnelle de donner une instruction à quelqu'un qui ne comprenait pas l'instruction. Ouais. Mais parce qu'on n'avait pas la même façon de dire les choses, tout simplement. Et voilà, en fait, c'est normalement, voilà, ça devrait pouvoir se faire. Voilà. Et donc, si l'AMJ doit interpréter des règles, avoir le dernier mot sur l'arbitrage, machin et tout, c'est que les règles sont pas claires pour la table. Elles sont peut-être pas claires tout court, mais au moins pour la table. Et si les gens sont pas d'accord, voilà, c'est qu'il y a un vrai problème de compréhension des règles ou d'explication des règles, encore une fois, ou d'écriture des règles. Mais toujours est-il que, à ce moment-là, a priori, on n'est pas dans l'expérience qui a été imaginée par l'auteurice. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de dire les règles sont censées faire foi plus que l'AMJ. Parce qu'un jeu de rôle, c'est une œuvre. Voilà, c'est une œuvre et c'est censé être la vision de l'auteurice. Alors après, je ne mets pas l'auteurice au-dessus de tout. Évidemment qu'il y a des jeux qui fonctionnent mal, qu'il faut compenser, qu'il faut changer une règle parce qu'elle est vraiment nulle. Il n'y a pas de souci. Mais il faut être conscient, quand on fait ça, qu'on n'est pas dans la vision, l'expérience voulue par l'auteurice. Ah, c'est ça, c'est que comme n'importe quelle œuvre, après on a le concept de la mort de l'auteur, naturellement. Sûr. Mais ça n'empêche que se rendre compte qu'il y a une vision derrière quand même à la base. Bien. Bon, il nous reste plus que 3 points à lire sur l'ensemble du document. Donc, un point sur le contenu maison, que j'ai failli skip, mais en fait, ça me semble intéressant quand même, hein, puisque bon, on va quand même être honnête, on va se dire une table qui se rend compte pour la première fois et qui veut s'y mettre et qu'il n'y a que des néophytes, donc ils ne savent même pas ce que c'est qu'une session 0, hein, a priori. Ouais. Ils vont probablement jouer à Donjons & Dragons. C'est une erreur, mais bon, ils vont le faire quand même. Donc, je vais lire ce point sur le contenu maison. Si vous voulez jouer une classe de personnage maison ou utiliser un objet magique maison, faites-en lire la description au MJ d'abord afin qu'il puisse vous aider à l'intégrer dans son univers et peut-être le rééquilibrer, ou la rééquilibrer. Et puis même qu'il vous le valide ou non d'ailleurs. Oui, mais c'est ça. On ne chouine pas si le MJ n'autorise pas son utilisation. Et dernière catégorie, donc pour les 2 derniers points, la catégorie « C'est ce que mon personnage ferait ». Oui. Se référer au point sur les alignements. Si vous êtes un enfoiré vis-à-vis des autres joueurs en jeu, il est légitime qu'en jeu, il vous abandonne ou vous tue. Ce n'est pas non plus une excuse pour faire du méta-jeu ou être un murder robot. Et dernier point, ne soyez pas un putain de murder robot. Donc voilà, moi ce serait, je pense, des conseils intéressants. J'en rajouterai, parce que là déjà c'est bien complet, mais j'en rajouterai un potentiellement sur l'organisation. Si ce que vous comptez faire, c'est une campagne, pas un one-shot. Alors, je dis pas qu'il faut prévoir un jour régulier ou qu'il faut prévoir toutes les dates à l'avance, mais si vous comptez vous lancer sur du moyen au long terme, vérifiez que tout le monde puisse au moins réussir à trouver une date au moins une fois toutes les 2 semaines dans les mois qui viennent. Tu vois. Soyez sûr que vous pourrez faire dans le pire des cas, une fois par mois. Ouais. Au-delà, c'est compliqué de garder dans un coin de sa tête le fil de la partie, en fait. Totalement. 2 semaines, ça peut déjà être compliqué selon les personnes et selon la complexité du jeu auquel on joue. Au-delà d'une fois par mois, moi, je considère que vraiment, ne faites pas de campagne. Si vous ne pouvez pas vous réunir au moins une fois par mois, ne faites pas de campagne. Et faites attention au fait que la plupart des one-shots se font en 2 fois, donc gare à vous. Donc pas la plupart, j'irai pas jusque là, mais c'est pas rare qu'un one shot se fasse en 2 fois, je suis d'accord.
Après, moi, j'avais écrit des trucs aussi, il y a longtemps, que je peux essayer de lire rapido si on veut. Alors ça s'adressait plus au MJ, et je pense que je vais juste lire les généralités, ce que j'avais appelé les généralités du MJ. Donc je lis ça rapidement, je suis peut-être plus d'accord avec tout ce que j'ai écrit, mais je pense que je vais être d'accord globalement avec. La MJ est une joueuse qui a un rôle différent, mais son but reste de jouer en plus de faire jouer. Si la MJ ne s'amuse pas, c'est qu'il y a un problème, de la même manière qu'il y a un problème si les joueuses ne s'amusent pas. On joue, c'est sérieux, mais le but c'est de prendre du plaisir, même si parfois les thématiques peuvent être plus difficiles. Se référer à ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même des thématiques qu'on ne met pas. Hein. Ouais. Et il y a des lignes, il y a des voiles, mais voilà, des fois on peut quand même passer des moments qui sont pas super agréables sans qu'on soit dans la souffrance. Yep. Et on peut passer des moments qui sont pas super agréables en étant dans le jeu et dans l'appréciation de ce qu'on vit. Sinon, on regarderait jamais de drame. C'est ça que je veux dire. On peut être amené en jeu de rôle à prendre des décisions importantes qui vont coûter des choses, machin et tout. Voilà, faut pas que ça nous mette mal au 36e dessous, mais... Bon, j'avance. Le rôle de la MJ est de raconter une histoire à et avec ses joueuses. Si les joueuses n'ont aucun impact, mieux vaut écrire un roman. Ouais, c'est mon motto depuis 5 ans déjà. Et si les joueuses n'en ont rien à faire de l'histoire, c'est qu'il y a une incompréhension quelque part. Ce qui nous amène au point suivant. Jouer contre ces joueurs n'a aucun intérêt. Au mieux, ils partent tout simplement tous, et la MJ se retrouve seule comme une abrutie. Ça ne veut pas dire que les joueuses ne doivent pas rencontrer de résistance, sinon l'histoire n'a aucun intérêt, mais le but de la MJ n'est pas d'écraser ses joueuses. Alors oui, je genre au féminin quand j'y pense, parce que j'avais écrit au masculin à l'époque, tu vois, donc c'est pour ça. Je suis inconsistante vis-à-vis de ça. Un aspect important de la masterisation, c'est de se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée ? Ah là, tu me connais Alice, tu sais que c'est vraiment mon credo ça. Faites-le souvent, même en cours de partie, et vous serez une MJ appréciée. Et après, demandez-vous si c'est vraiment une bonne idée. Mais pas plus. Hein, faut pas rester paralysé à chaque truc non plus. Non, c'est ça, oui, bien sûr. Mais dire, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que tout le monde s'amuse ? Moi, c'est comme ça que je l'avais réduit à quelqu'un qui n'avait pas compris formuler tel quel. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est fun ? Est-ce que ça amuse tout le monde de faire ça ? Et est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Est-ce que ça a un intérêt narratif ou est-ce que je mets juste ça pour qu'on rigole ? C'est une bonne façon de le réduire, ces trucs-là. Mais ouais, c'est à l'écriture, faites ça. Si vous écrivez, si le jeu vous demande d'écrire quelque chose ou si vous préférez écrire quelque chose, faites-le à l'écriture. Et même en cours de partie, chaque fois que vous amenez un truc, même des trucs que vous avez écrits pendant la partie, par rapport à ce qui s'est passé avant et tout, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Ça, voilà, entre n'écrivez pas un roman et est-ce que c'est une bonne idée, je pense que ça résume assez bien ma position sur le rôle de maîtresse de jeu. Bon, je vais le lire aussi. Voilà. Ajouter des règles maison est parfois amusant, mais souvent, au mieux, pas terrible. Se référer au point précédent. Une MJ à D&D 3.5... un MJ, d'ailleurs, parce que c'est une anecdote vécue, ça. Un MJ à D&D 3.5 avait inventé la règle du duel. Il mettait en scène des PNJ de force égale au PJ, et il fallait lancer un des 20 contre son double pour gagner. Donc sans modificateur, sans rien. C'était juste tu jetais un des 20, le MJ jetait un des 20, celui qui faisait plus prenait un avantage, quoi, en gros. Ouais. Oui, dans D&D, un jeu où tout l'intérêt est d'agir de façon un minimum stratégique pour ne pas que la chance ait un impact trop important. Voilà, ça c'était un truc que je l'ai vécu une fois, je me mets jamais en fait. Ensuite, mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui représentent bien ma vision du jeu de rôle tradit là-dedans. L'histoire qu'on veut raconter prime sur les jets de dés. Il serait absurde que de grands héros se fassent tuer par un seul bandit blessé. Il serait tout aussi absurde qu'un grand boss meure en un coup. Il en va de même pour les intrigues. Le coupable ne devrait pas pouvoir être démasqué dès qu'on le rencontre. Il ne faut pas hésiter à réévaluer la difficulté des tâches ou des affrontements, en temps réel s'il le faut. Je l'ai fait d'ailleurs, pour la campagne de mon sort de Week. Eh oui. 3e fois que j'évoque de l'épisode, mais je l'ai fait. Ça, ouais, moi je trouve ça important. Ne serait-ce que la dernière partie qu'on a faite, à un moment on s'est retrouvé dans un combat qui allait juste être long pour rien et qu'on allait gagner en roulant dessus parce que, voilà. Je dis, mais on est obligé de faire le combat là ? On a gagné là ?
J'avance. La cohérence est votre maître mot. L'univers que vous mettez en mouvement peut se permettre d'être peu inspiré, mais il ne peut pas se permettre d'être incohérent. Même si l'univers est loufoque, il se doit d'être cohérent. Les règles du jeu peuvent changer, mais pas en permanence. N'hésitez pas à vous répéter en changeant les mots, donc en passant par des synonymes. Nous n'avons pas tous la même définition des mêmes mots, et certains peuvent sembler opaques. Ça veut dire quoi ? Quelque temps, pas très loin. Multiplier les façons d'exprimer les choses, ou privilégier la façon la plus simple, est une assurance que tout le monde comprenne la même chose. Il n'y a rien de plus horripilant, je trouve, que ne pas comprendre ce qu'a voulu dire l'AMJ. Oui. Surtout quand tout le groupe n'a pas compris ce que voulait dire l'AMJ. Tout à fait. Soyez spécifique, s'il vous plaît. Quelque temps, ça veut rien dire. Quelques mètres, ça veut rien dire. Pas très loin, ça veut rien dire. Pas très long, ça veut rien dire. C'est drôle parce que ça ressemble à des conseils à jeunes auteurs que j'ai entendus il y a quelques jours. Ça marche aussi dans la narration, mais du coup, ça marche dans le rôle. Effectivement, toujours être précis, superlatif, les quelques, les environs, les plus ou moins. Non. Moi, à la rigueur, ça me gênerait moins dans de la fiction. Que là, moi, je joue un personnage actif dans cette fiction. J'ai besoin d'avoir ces précisions-là. Maintenant, je lis un bouquin et ça me dit quelques jours plus tard, il se passe ça, bah, je m'en fiche en fait. Je suis vraiment pas impacté par ce flou. Mais bah, je sais pas si tu te rappelles de ce truc-là. Il y a assez longtemps, on avait joué une partie de jeu de rôle où nos personnages étaient dans un bal de la haute société, et pendant le bal, il y a des mecs qui ont envahi le truc. Je me souviens du bal, je me souviens plus qu'il y avait une invasion. Si, il y avait une attaque sur toute la ville et tout, et des forces d'invasion. Et notre MJ nous avait dit il y a des gens qui ne s'arrêtent pas de rentrer, mais vraiment il y a une façon de dire qui disait ils sont à l'infini, quoi. Ouais. Et donc on avait dû fuir même la ville, on avait fait tout ce qu'il fallait pour fuir la ville. Et après il nous avait dit bah non, je comprends pas, vous avez pas essayé d'aider les gens et tout. Tu nous as dit qu'il y avait un nombre d'envahisseurs absolument infini et que ça servait à rien. Mais j'ai pas dit ça. Ouais. Si. Tout le monde a compris ça. Et on était complètement passé du coup à côté de ce scénario parce qu'il y a un truc qui n'a pas été clair, quoi. Ouais. Donc voilà. Alors, point suivant qui va être qui va de prime abord sembler contredire le précédent, mais vous allez voir que plus ma phrase va avancer, plus vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand vous décrivez les choses, restez vague. Ok, donc là, voilà, encaissez le choc, tout va bien. Virgule, général, virgule, dézoomé. Je précise souvent à mes joueuses que je leur donne une description globale des choses et que s'ils veulent se rapprocher ou scruter quelque chose, je vais leur donner des détails à ce moment-là. Personne n'a envie d'entendre une description interminable d'une place de marché avec le détail de chaque étal, chaque personne et la tenue précise qu'elle porte. Personne, sauf J.R.R. Tolkien, mais il est mort. C'est ce que j'allais dire, laisse mon Tolkien intérieur tranquille. Oui, non mais le problème, c'est que si je te décris intégralement chaque élément d'une place de marché dans laquelle il y a 100 personnes, ton attention est annihilée avant que j'ai décrit 3 personnes, en fait. C'est ce que j'allais dire, c'est que moi, sur le papier, j'adore ce genre de description complète, mais dans les faits, j'ai un TDAH, voilà, quoi. Donc, truc suivant, toujours dans la description d'ailleurs. Un conseil classique, mais qui marche bien, faites appel aux 9 sens. Oui, il y en a au moins 9, renseignez-vous un petit peu, ne restez pas sur vos acquis. Les odeurs d'un marché aux épices, la sensation du vent sur la peau, la sensation de douleur, le goût d'un bon plat, le chant des grillons la nuit, la perte d'équilibre liée à un coup à la tête, la pénible sensation d'avoir ses bras attachés dans le dos, etc., etc. Écoutez vos joueuses. Elles ont des idées que vous n'avez pas prévues, il faut faire avec. Donc il faut être sûr de bien avoir compris leur plan. Elles ont aussi des envies et des dégoûts qu'il faut tâcher de respecter. Donc on en revient à la session 0, quelque part. Dans le cadre d'un scénario tout fait qu'on fait jouer, il n'est pas nécessaire de paraphraser le paragraphe qu'on doit lire aux joueuses. Elles ne l'ont pas lu. Inutile de changer des mots qui sont plutôt précis. Donc on en revient au fait de donner les mots précis. Mais c'est une tendance que tout le monde a. Ouais. En fait, il faut s'obstiner à ne pas le faire. Point suivant, vous voulez avoir des joueuses bienveillantes, alors soyez bienveillantes envers vos joueuses. C'est donnant-donnant. Oui.
Donc double point sur... réciproquement d'ailleurs. Bien sûr. Les films, romans, séries, jeux vidéo, etc. sont une source d'inspiration sans fin pour des PNJ, des PJ, des idées de scénario ou de lieux. Pensez tout de même à changer 2 ou 3 trucs pour pas faire un copier-coller bête et méchant. Corollaire, tous les films, romans, séries, jeux vidéo, etc. ne sont pas bons à adapter. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Oui. Point suivant, que j'aime bien. Ne faites jamais ce dont vous n'avez pas envie. Sauf si c'est précisément l'envie commune à toutes vos joueuses, et encore faites vite, parce qu'elles vont vite se rendre compte que ça vous ennuie. Vous devez prendre du plaisir, on l'a déjà dit, et ne pas vous forcer. Si une scène vous paraît inutile, supprimez-la. Ou ellipsez-la, hein, peu importe. Oui, non, bien sûr. Soyez souple. Si les PJ doivent absolument avoir une information, donnez-la leur, même s'ils ne font pas exactement ce qu'il aurait fallu faire pour l'avoir, même si l'information est juste cool, ou permet d'avoir une meilleure compréhension globale. Je vais le dire autrement. Si vous avez prévu de donner des informations aux joueurs, donnez-les leur. N'attendez pas qu'ils aillent la chercher là où elle est censée être. En fait, vous êtes embêté à créer ces informations, donnez-les leur. C'est pas grave si c'était pas prévu comme tel. À moins vraiment d'un truc très carré, pas punitif dans le sens attention, machin, mais punitif dans le sens où il faut aller faire les bonnes actions. Tu vois, la mini-campagne que j'avais écrite à Mesta, quoi. Il faut quand même aller voir les gens et échanger avec eux et tout. Bon, il y avait rien de figé, mais il fallait quand même aller vers les gens. Effectivement, si tu mets un personnage qui est le seul extérieur au village, et donc c'est logiquement le seul qui peut avoir une information puisque les gens du village n'ont pas, oui, si tu vas pas voir cette personne, mais il faut que plusieurs personnes te pointent que ce type-là extérieur au village existe, quoi. C'est ça, c'est mettre les choses sous le nez. Moi, c'est un truc qui était essentiel pour Monster of the Week, oui encore, parce que vu que c'est de l'enquête factuellement, c'est quand tu décris un lieu, dans ta description, sans mettre de l'emphase, mais tu donnes les informations, tu diriges les joueuses vers. Il y a peut-être quelque chose là, dis donc. Vous voyez ça notamment. C'est ça. Ça, moi, ça me fait penser à beaucoup de films ou de séries d'animation, notamment à bas budget, à moyen budget, où l'arrière-plan, après, du coup, je dérive un petit peu sur les MacGuffin, mais l'arrière-plan est assez uni, assez travaillé, et tu as un élément qui ressort, oui. Parce que celui-ci, il va être déplacé, c'est un MacGuffin, il va être enlevé, mais du coup, ça se voit. Oui, totalement. Mais factuellement, dans la narration, il y a un peu de ça, c'est qu'on décrit spécifiquement, c'est comme, voilà, il y a une place, il y a plein de monde, mais on va décrire une personne. Vous voyez cette personne-là ? On ne dit pas qu'il faut y aller, mais bizarrement, on a décrit cette personne-là. Oui. Alors, il faut être un minimum subtil quand même, mais bon, c'est vrai. Non, mais là, je grossis le trait, mais bien sûr, voilà, quoi. Bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. J'ai juste, essayer d'être un tout petit peu plus subtil, mais oui. Dans une description de pièce dans Monster of the Week, je décris, j'ai un nombre hasard, 5 trucs différents dans une pièce, et il y en a 3 qui vont donner des indices. Voilà, ça c'est un très bon ratio, je trouve. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Non, ça m'inspire un truc, mais c'est pas grave. Bon, j'avance du coup. Restez simple, ça n'est pas la peine de mettre plein de PNJ ou plein de combats. Faites ce dont vous vous sentez capable. Il vaut mieux qu'il y ait juste 1 ou 2 PNJ importants et bien fichus plutôt que 40 inutiles avec des doublons. Pour vous comme pour les joueuses, tout le monde s'y retrouvera mieux. Idem pour les combats, mieux vaut quelques combats aux enjeux bien définis et qui seront mémorables que 20 rencontres sans enjeu que tout le monde aura bien vite oublié. Oui, mais j'aime bien faire des PNJ. J'aime bien ça. Oui, je sais bien, je charge. Il y a un juste milieu, j'ai envie de te dire, entre en mettre plein qui servent à rien et des doublons au milieu, et même t'as oublié leur nom. Tout à fait. Voilà, t'as pas besoin d'avoir qu'un seul PNJ, mais t'as pas besoin d'en avoir 100. Ne faites pas comme les tout premiers jeux Fire Emblem. Dernier point. Du coup, après, moi j'ai fini de lire mes documents. Ne vous prenez pas la tête. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens, mais normalement, vos joueuses viennent pour s'amuser, pas pour vous défoncer la gueule et le moral, ou alors changer de groupe de joueuses en urgence. Vous êtes la personne qui amène les pizzas, métaphoriquement, puisque vous amenez l'histoire, avec assez de part pour que tout le monde mange à sa faim. Celles qui n'ont rien amené ne devraient pas être en droit de vous insulter parce qu'ils auraient voulu d'autres aliments. Cette métaphore va trop loin, mais inutile d'en faire tout un plat.
On vient à une soirée JDR pour passer un bon moment à table. Voilà, donc après avoir hog the spotlight comme une énorme bâtarde, est-ce que toi, t'as des choses à dire? C'est pas grand chose à rajouter. Enfin, ce que j'avais à rajouter, je l'ai rajouté au fil de l'eau en t'interrompant. Ouais, c'était assez cool. Ça permettait de brasser un petit peu large. Après, il y aurait certainement d'autres choses à dire, mais voilà. Mais je te remercie quand même parce que, comme on l'a dit plus tôt dans l'épisode, je savais que l'épisode allait être court, donc je t'ai demandé de prendre une question qui allait pouvoir rallonger le temps de l'épisode. Mission réussie. Oui, là, c'est sûr, je vois le temps d'enregistrement, là. Ça fait quasiment 1 heure que je raconte ma vie. Il y a plus long de FAQ que d'épisode. Ouais, c'est pas grave. Écoute, après, le jeu fait 16 pages. Et non, mais c'est intéressant aussi, quoi. Non, mais du coup, quitte à avoir répondu à cette question, tant mieux qu'on l'ait fait pour cet épisode-là, quoi. Ouais, tout à fait. T'imagines cette question sur l'épisode sur Sigmata. Là, je me pendais. Mais non, j'ai rien d'autre de plus à rajouter, donc potentiellement, on va faire ton teaser. Oui. Oui. Normalement, parce que vous allez voir que non, normalement, j'aurais dû faire un épisode sur le fait de jouer l'attente. Enfin, ça fait genre la 4e fois que je le dis, machin et tout, mais ce ne sera pas là. Ce sera peut-être en février, peut-être en avril, peut-être même en juin. On verra. Le mois prochain, on va faire non pas un jeu, non pas 2 jeux, mais 3 jeux. Et je dirais même en plus que nous avons été contactés par quelqu'un pour parler de ces 3 jeux. Je n'en dirai pas plus. Très bon teaser. Voilà, c'est tout. Je voulais larguer le nom, mais en fait, j'avais pas prévu de dire qu'il y avait 3 jeux. Donc du coup, maintenant, je ne largue pas le nom. Tant pis. Voilà, on va pouvoir faire les bisous, souhaiter un bon fin de mois, un bon fin de novembre. Et on va vous laisser avec la musique d'outro, donc le choix de la musique optimiste et plein de fureur militante. Déjà parce que c'est ce que j'avais envie, puis en plus ça peut représenter le jeu, puis c'est aussi un cadeau pour vous, une petite musique qui donne la pêche. Et quitte à faire le parallèle avec ce qui peut marcher pour le jeu et ce qui peut marcher aussi pour la vraie vie, je vais vous redire ce que j'ai mis à la fin de ma première partie de The Sealed Library, parce que ça va aussi pour la vraie vie. Et c'est toujours bon de le rappeler, l'histoire continue, et elle continuera toujours.
Loyal Ouais. stupide, adhérez à la loi au point que la moindre entorse au règlement de la piscine communale fait de vous un ennemi. Je vais éternuer. Voilà. Un deuxième. C'est les loyal stupides. T'es allergique aux loyal stupides, c'est pour ça. Complètement.